Depuis 2 ans, l'Europe est plongée dans la plus grande guerre depuis 80 ans entre les deux plus grands pays du continent. Le 7 octobre, Israël et la bande de Gaza ont pris feu, et tout le Moyen-Orient est sur le point d'exploser. En Afrique, les gouvernements tombent les uns après les autres, pris au pouvoir par des putschistes soutenus entre autres par des mandataires russes. En Amérique du Sud, le Venezuela se prépare à envahir son voisin, beaucoup plus petit. Et tout cela est éclipsé par la vision d'une guerre majeure dans le Pacifique pour la défense de Taïwan, impliquant les deux États les plus puissants de ce siècle, les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine. Comment, après une douzaine d'années, sommes-nous passés d'une époque relativement paisible, où le principal problème était de trouver la paillote où se cachait le chef d'un certain groupe terroriste, à une situation de chaos international, avec plusieurs guerres périphériques et la véritable perspective d'une guerre mondiale? Quel est l'état du monde en 2024 et pourquoi est-il ainsi? Bienvenue dans le rapport des années 20. La guerre. Une partie intégrante de l'humanité. Peu d'informations ont survécu sur la civilisation sumérienne, mais nous savons, grâce aux inscriptions, que la ville de Kish a mené de nombreuses guerres avec le centre d'Uruk. Il en fut de même plus tard avec la civilisation égyptienne, les guerres du Péloponnèse contre les Grecs, l'expansion de l'Empire romain, ainsi que des époques beaucoup plus proches de nous, comme la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps, la dernière génération à se souvenir des horreurs des années 1940 est en train de mourir lentement. On peut regarder des documentaires sans fin et visiter les lieux de bataille ou d'extermination massive. Mais tout cela aurait pu se faire dans le confort de la paix internationale, dans laquelle vit la grande majorité de l'humanité depuis 80 ans. Pour cette raison, pour beaucoup, en particulier pour la jeune génération, la dernière grande guerre devient un souvenir aussi abstrait que les guerres des Spartiates contre les Athéniens. Ce n'est pas un hasard. L'ordre international qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale constitue un événement sans précédent. La région dominante par rapport au reste du monde, l'Europe, s'est autodétruite en quelques années. Toutes les nations autrefois puissantes, l'Allemagne, la France, l'Espagne, les Pays-Bas ou même la Grande-Bretagne, n'étaient que l'ombre d'elles-mêmes. Sur leurs ruines se dressaient les deux puissances qui allaient dominer le monde pendant des décennies. L'ampleur de la supériorité militaire et industrielle des États-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique sur le reste du monde était écrasante. Dans le cas des Américains, il y avait aussi l'économie, qui devait dominer complètement les économies du reste du monde à la suite du chef-d'œuvre des planificateurs et des décideurs américains, y compris le système de Bretton Woods. Ce dualisme du monde a été aggravé par un autre événement, la découverte de la bombe atomique. Ainsi, presque du jour au lendemain, nous sommes passés d'une situation dans laquelle, depuis la nuit des temps, nous avions des centaines, voire des milliers de petits centres qui testaient leur propre position par la guerre, à un point où, à travers le processus d'élimination et de développement technologique, deux superpuissances dominèrent l'équilibre des pouvoirs sur la planète Terre. Tous les petits centres de pouvoir, au lieu d'emprunter la voie de l'affrontement direct, furent contraints de s'adresser aux deux dominateurs de leurs sphères d'influence respectives, car ceux-ci agissaient comme une sorte d'arbitre suprême. Pendant ce temps, les arbitres, n'ayant pas de pacificateur entre eux, se sont engagés dans un corps-à-corps stratégique. Ils ont gagné parce qu'ils n'ont pas pu résoudre le conflit par des moyens conventionnels. Les moyens de destruction massive, les armes nucléaires, que possédaient tant les Américains que les Soviétiques quelques années après la guerre, ont contraint les deux puissances à faire preuve d'une grande retenue. Sans armes nucléaires, il y aurait très probablement eu une confrontation après la Seconde Guerre mondiale en Europe. L'URSS, avec de nouveaux territoires, des millions de soldats sacrifiés et des usines construites par les Américains, aurait très probablement marché sur une Europe dévastée. Les États-Unis, encore plus puissants économiquement et industriellement, auraient été contraints de se porter à nouveau au secours de l'Europe, ne voulant pas que l'Eurasie devienne un supercontinent communiste dirigé depuis Moscou. Paradoxalement, nous avons été sauvés de cette terrible vision par la plus terrible des armes fabriquées par l'homme. Moscou et Washington ont donc dû jouer avec beaucoup de prudence lorsqu'une nouvelle variable est apparue dans le calcul stratégique, la destruction mutuelle massive
en cas de guerre à grande échelle. La période aujourd'hui connue sous le nom de guerre froide a donc été marquée par une grande incertitude et une grande peur de l'anéantissement nucléaire, manifestée par exemple par la crise des missiles de Cuba. Mais historiquement, elle était l'une des périodes les plus pacifiques de l'histoire mondiale. Bien sûr, nous avons continué à être témoins de guerres. La guerre de Corée ou la guerre de Vietnam viennent à l'esprit. Mais elles étaient généralement menées de manière contrôlée et limitée, souvent par procuration, sans risque de débordement sur le monde entier, et impliquant uniquement une fraction de la population humaine. Pendant des décennies, la guerre conventionnelle a disparu de la vie quotidienne de millions de personnes dans le monde. L'armée étant à l'arrêt, des rivalités ont commencé à se manifester au niveau des systèmes de gouvernance. Après 45 ans d'affrontements, le communisme a rendu l'âme de sa confrontation avec les économies de marché capitalistes, d'abord sous la forme de mouvements de libération dans les États satellites, Solidarité en Pologne ou la chute du mur de Berlin, puis dans l'effondrement de l'ensemble de l'Union soviétique. Un monde de deux superpuissances, un monde bipolaire, est devenu un monde d'une seule hégémonie, une ère unipolaire des États-Unis. Même si l'économie combinée des pays d'Europe occidentale était encore comparable à celle des États-Unis, elle était essentiellement un conglomérat de différents pays de taille moyenne. Les États-Unis, en revanche, possédaient la plus grande économie consolidée au monde, représentant 30% du PIB mondial en 2000, sur la base de la monnaie mondiale, le dollar, que Washington contrôle. C'était la seule superpuissance à posséder l'attribut de pouvoir de l'hégémon, la toute-puissante flotte Blue Water, qui est l'organe exécutif de la volonté de l'hégémon. Elle disposait enfin d'un système libéral, fondé sur les principes du droit international, conçus sur mesure par les Américains. Les grandes guerres sont ainsi devenues une relique du passé, car la puissance que les Américains avaient bâtie autour d'eux les plaçait dans le rôle de juge ultime de tout déférent international. Et si quelqu'un désobéissait au juge suprême, il devait faire face à la puissance militaire américaine. Ces guerres n'ont guère été gagnées par les Américains. Nous y reviendrons dans un instant. Mais elles ont certainement été perdues par les acteurs qui les ont provoquées, qu'il s'agisse de Hussein, Milosevic ou Kadhafi. La guerre a encore eu lieu, mais seulement à la périphérie du système, pas nécessairement déclenchée par un équilibre mondial des forces qui craquait. Celui-ci a été forgé dans le fer par les Américains, mais par l'insouciance des autocrates. Il y avait des exceptions, comme la Fédération de Russie, héritière des bombes nucléaires soviétiques. Les Américains ne sont pas intervenus dans le massacre par le Kremlin en Tchétchénie. Mais la puissance russe s'est effondrée si rapidement que les Américains ont commencé à craindre sa désintégration incontrôlable, plus que son potentiel. La supériorité américaine et la stabilité du système international étaient à toute épreuve, de sorte que les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale ressemblaient à un jeu de barbares. Personne n'aurait pu imaginer que des horreurs similaires seraient possibles au XXIe siècle. Même quelques instants avant le 24 février 2022, le terme « guerre de tranchées » était comme une plaisanterie peu drôle. En réalité, même si le moment unipolaire de Washington a longtemps hérité de nombreux acteurs internationaux, notamment ceux à tendance révisionniste, cette construction du système international garantit en elle-même une stabilité maximale et évite des guerres majeures. Il ne s'agit pas ici des Américains. Cette loi est indépendante du pouvoir dominant. Il n'en serait pas autrement si les communistes et non les capitalistes remportaient la compétition mondiale. Même dans ce cas, la situation serait relativement pacifique. Mais les valeurs par lesquelles nous serions gouvernés seraient différentes. C'est ainsi qu'est apparu le thème de la fin de l'histoire. Il ne devait pas y avoir de guerre. Tous les différends seraient réglés par des organismes internationaux, et si quelqu'un n'aimait pas cela, il recevrait la visite de la marine américaine. Aujourd'hui, le monde est très différent. Pourquoi donc? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le moment unipolaire de l'Amérique a commencé à s'estomper, mais la plus importante est la croissance sans précédent de la Chine. La libération du potentiel démographique de la Chine par Deng Xiaoping dans les années 1970 a constitué un tournant dans l'histoire mondiale, même si, bien entendu, presque personne ne s'en était rendu compte à l'époque. La guerre froide entre les États-Unis et l'URSS bat son plein, et les Américains, désireux d'affaiblir le bloc communiste, assouplissent leurs relations avec Pékin. Richard Nixon s'est envolé pour la Chine pour rencontrer Zhou Enlai, et l'un des auteurs de l'échauffement était Henry Kissinger, récemment décédé. La Chine a commencé à se développer.
En 2 générations, le pays est passé d'un pays pauvre et arriéré technologiquement, paralysé par la politique de Mao, à la deuxième superpuissance mondiale, avec une croissance du PIB de 10% par an pendant plusieurs décennies. Pékin a sorti des centaines de millions de ses propres citoyens de l'extrême pauvreté, tout en acquérant les attributs d'un prétendant au leader mondial. Un énorme avantage démographique persistant sur l'hégémon, une croissance incroyable de l'industrie locale et des technologies avancées, notamment l'IA, une puissance militaire croissante, et une présence diplomatique et économique dans de nombreuses régions du monde qui éclipsent celle des États-Unis. L'émergence d'un rival avec ce profil, cette taille, ces ressources et cette ambition a miné d'année en année l'ordre créé et basé sur les Américains, et plus encore après 2001, année de l'admission de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Même si les Chinois, conformément à leur doctrine en 24 caractères, qui inclut l'expression « cachez vos capacités », les ont effectivement cachés, il n'était pas difficile de voir que Pékin n'avait aucun intérêt à maintenir un ordre international dans lequel les Américains avaient le dernier mot. Après tout, les Chinois, qui se penchent sur leur histoire séculaire, voire millénaire, se considèrent comme le Zhongguo, l'empire du milieu, l'État central, et pensaient donc qu'il était naturel que tôt ou tard, la Chine soit le centre du monde. Encore une fois. L'émergence d'une Chine puissante a modifié les calculs stratégiques dans de nombreux centres de pouvoir à travers le monde. Soudain, sur une balance mondiale alourdie d'un côté par le potentiel américain, il y avait un poids chinois de l'autre, et cela faisait baisser la balance d'année en année. Non seulement la Chine est devenue un rival direct des États-Unis, mais elle est également devenue un centre de pouvoir qui a commencé à renforcer toute initiative visant à s'appeler la domination hégémonique américaine dans de nombreuses régions du monde. N'importe quel autocrate, petit ou grand, se voyait soudainement donner un ticket pour encaisser tous les revenus des ressources qu'il possédait, après quoi, il pouvait se lancer dans une virée de shopping d'armes au Kremlin. Puisque les Chinois ne s'intéressent ni à la démocratie ni aux droits de l'homme, c'était une situation gagnant-gagnante pour les deux parties. La Chine sapait l'ordre existant non seulement en soutenant directement ou indirectement les centres anti-américains, mais simplement en étant un pôle économique et industriel alternatif aux Américains ou à l'Europe. Pékin a fourni un levier sur lequel tout décideur, homme politique ou homme d'affaires, pouvait jouer. Un levier souvent beaucoup plus compétitif. La croissance chinoise fragilise chaque année davantage la toute-puissance américaine, mais ce n'est pas la seule raison de son affaiblissement. Depuis la chute des Soviétiques, Washington était convaincu du caractère infini de ses propres ressources et de la nécessité d'étendre son contrôle même à des zones périphériques, comme l'Afghanistan ou l'Irak. Cela a conduit à plusieurs erreurs stratégiques massives. Les États-Unis se sont impliqués dans des guerres inutiles, qui ont non seulement coûté la vie à plusieurs milliers d'Américains, et, pour être clair, quelques 4 trillions de dollars, soit 4 000 milliards de dollars, mais ont également laissé un gâchis encore plus grand, sur lequel les deux principaux opposants des États-Unis, sans compter la Chine, c'est-à-dire la Russie et l'Iran, ont commencé à reconstruire leur puissance. En d'autres termes, ils ont contribué à l'effondrement accéléré de l'ordre Pax Americana. Aujourd'hui, nous pouvons constater que les Américains ont également perdu ces guerres sur le plan narratif. Le Sud global est narrativement opposé à la victime de l'agression russe, l'Ukraine, parce que cette dernière est soutenue par les Américains qui, selon ce récit, ont mené eux-mêmes les invasions, de sorte que leur mandataire, Kiev, ne mérite pas de soutien. Tout ce processus a été exacerbé par un autre phénomène. La croissance mondiale de la richesse, le progrès technologique et l'accès massif aux moyens de projection de puissance. Après la Seconde Guerre mondiale, seule une poignée d'États, et seulement 2 à l'échelle requise, disposaient de la technologie et des moyens armés nécessaires pour projeter efficacement leurs forces. Mais après 70 ans de paix relative et de prospérité croissante, de nombreux centres plus petits disposent désormais de leurs propres forces armées efficaces, notamment des forces aériennes, navales et terrestres avancées, et même des missiles balistiques. Et rappelez-vous, ils peuvent utiliser ce potentiel au sein de leur propre géographie, ce qui constitue pour eux un multiplicateur positif. Les Américains, qui veulent projeter leur propre puissance, doivent d'abord s'occuper de la géographie, qui constitue d'ailleurs leur plus grand défi dans une éventuelle guerre avec la Chine. Ainsi, la montée de la Chine, les mauvais choix de l'hégémon et les développements technologiques, c'est ainsi que nous pouvons résumer les causes de l'effondrement de l'ordre unipolaire
Et, comme à travers un prisme, nous pouvons rassembler ces motivations et les habiller en un seul acteur, la Fédération de Russie. Soutenue par la Chine et établissant une coopération économique étroite avec l'Europe occidentale, avec l'approbation de Washington, la Russie a passé les 2 décennies du XXIe siècle à moderniser en profondeur son armée. Son terrain d'essai fut le Moyen-Orient, ou plutôt ses ruines après plusieurs interventions américaines, devenu au fil du temps un théâtre d'opérations privilégiées du Kremlin. De plus, l'incapacité des États-Unis et de l'Occident en général à punir la Russie pour son invasion systématique du Donbass et son annexation de la Crimée a été interprétée comme une faiblesse et a conduit les Russes à tenter d'éloigner complètement l'influence américaine de l'Europe centrale. Rappelez-vous, c'est l'ultimatum de décembre 2021 qui a précédé la guerre avec l'Ukraine. L'OTAN, ou soyons réalistes, les Américains, ont rejeté l'ultimatum, mais en même temps, ils ont rejeté la politique de dissuasion militaire contre le Kremlin. En d'autres termes, ils ont considéré l'Ukraine comme un perdant. Bien sûr, avant la guerre, ils fournissaient aux Ukrainiens un grand nombre d'armes anti-chars, mais en coulisses, au Pentagone, ils étaient convaincus de l'effondrement imminent du pays. Même si elle savait au moins 6 mois à l'avance que les Russes allaient attaquer, la Maison-Blanche a donné aux Ukrainiens tout au plus 1 semaine pour survivre, comme l'a admis le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. L'Ukraine devait durer au maximum 1 semaine, comme le souligne Zbigniew Parafionovitch dans son livre La Pologne en guerre, citant des diplomates polonais qui s'étaient entretenus avec Sullivan à l'époque. C'est pourquoi les États-Unis se préparaient à évacuer 40 000 personnes d'Ukraine, pas seulement les citoyens américains, qui étaient alors moins de 20 000 en Ukraine. Washington voulait évacuer l'ensemble de l'establishment ukrainien, toutes les élites de l'État. Le fameux « j'ai besoin de munitions, pas d'un taxi » s'appliquait non seulement à Zelensky, mais à toutes les élites ukrainiennes. Les Ukrainiens, dans la vision des Américains, mèneraient une guérilla au bout d'1 semaine. Qu'est-ce que cela prouve? Que le système de Pax Americana, auquel les Ukrainiens résistants ont décidé d'adhérer, s'est avéré plus fort qu'il ne le paraissait au principal bénéficiaire et garant de ce système, les États-Unis. Les Ukrainiens ont commencé à réussir grâce aux armes occidentales et à la faiblesse de la Fédération de Russie, qui a montré sa fragilité structurelle face à un adversaire sérieux. Les Américains auraient pu boire du champagne. Il est vite devenu évident que la Russie ne conquérirait pas l'Ukraine. Moscou, partenaire clé des Chinois dans la contestation de l'ordre américain, saignait dans les steppes ukrainiennes. La Chine ne pouvait pas la soutenir catégoriquement, car cela serait un suicide diplomatique. Dans le même temps, l'Europe était sur le point de décider enfin d'un renforcement militaire, laissant les Américains libres de détourner leurs ressources vers le Pacifique pour affronter la Chine de toutes ses forces. Joe Biden, voyant les Russes envahir l'Ukraine, pourrait tristement dire « La Pax Americana est morte ». Et un peu plus d'1 mois plus tard, voyant les troupes du Kremlin battre en retraite et l'Occident à l'offensive, pourrait dire « Vive la Pax Americana ». Mais une chose est sûre en géopolitique, rien n'est certain. L'année et demie suivante a vu une série de succès ukrainiens. Alors que les Ukrainiens libéraient des milliers de kilomètres carrés de leur pays, la Russie de Poutine s'affaiblissait de jour en jour, tandis que les Américains retrouvaient leur rôle de superpuissance toute puissante. Ainsi, bien qu'ils aient soutenu Kiev matériellement, ils ont géré la guerre de telle manière que la Russie saignait, mais sans la laisser sombrer, c'est-à-dire s'effondrer complètement. L'aide militaire était constamment réduite, et au moment de la contre-offensive estivale, les Ukrainiens n'avaient pas vu bon nombre des éléments clés du champ de bataille, y compris les avions de combat modernes ou les missiles balistiques d'une portée supérieure à 150 km. Ils ont également reçu un nombre très limité de chars modernes. En conséquence, le commandement ukrainien, ne voulant pas envoyer sa propre armée à sa perte, a adopté une approche très prudente face à l'offensive de Zaporijia, qui s'est effondrée lorsqu'elle s'est heurtée à des positions russes bien préparées. Le programme occidental de soutien à l'Ukraine s'est également effondré, notamment aux États-Unis. Alors que les problèmes internes se multiplient et que d'autres questions internationales rivalisent avec l'Ukraine, la question du soutien continu à Kiev est mise en doute. Si l'Ukraine ne reçoit pas ce soutien, il est très probable que son statut d'État soit également remis en question, ou, au mieux, que le conflit soit gelé. Un tel scénario conduirait à une répétition de l'ultimatum de décembre 2021 dans quelques années, mais cette fois, l'armée russe ne serait pas à la frontière avec l'Ukraine, mais avec un État de l'OTAN,
très probablement l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, car cela géographiquement est le point de cohésion de l'OTAN le plus facile à briser. Comme nous l'avons dit dans nos documents récents, auxquels nous faisons référence, dans 3 ans, le Kremlin pourrait avoir amassé des ressources sous les frontières de l'OTAN, ce qui soulèverait des questions existentielles pour l'Alliance. C'est à ce moment-là que les Marines américains devront se présenter en Estonie, en Lituanie et la Lettonie, avec le risque réel de perdre la vie. S'ils ne le font pas, le concept de l'OTAN appartiendra probablement au passé. Nous nous retrouvons ainsi au tournant des années 2023 et 2024. Le moment unipolaire que nous avons connu au début du siècle est derrière nous. Mais peut-on déjà parler de monde pleinement multipolaire? Les Russes mettent en jeu tout leur État, qui peut s'effondrer s'ils perdent la guerre, pour prouver que la Pax Americana a pris fin et que la toute-puissance de Washington a ses limites physiques. Le réalisme nous dit une chose. Quel sera l'ordre mondial dans les années à venir? Et les décennies seront déterminées par des décisions prises à 2 endroits dans le monde, Washington et Pékin. À quoi cela ressemblera peut également être réduit à 2 questions fondamentales, une pour chaque puissance. La question qui se pose aux décideurs américains est la suivante. Poursuivons-nous notre stratégie de maintien de l'ordre libéral mondial, fondée sur le droit international que nous avons créé après la Seconde Guerre mondiale, et qui nous a servi en conduisant notre pays à une domination mondiale absolue, et que nous avons perdu à cause de mauvaises décisions, des guerres inutiles et des processus historiques, de la montée de la Chine et du développement massif de la technologie? La question des décideurs chinois est la suivante. Tentons-nous une annexion forcée de Taïwan, qui risque fort de conduire à une guerre mondiale dont l'issue est difficile à prévoir? Et si oui, quand et après avoir atteint quels objectifs? La question des Chinois est assez simple. Concentrons-nous donc sur la question des Américains. D'autant plus que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est la reine pour répondre à ces questions. Principalement pour les Américains, mais aussi en partie pour les Chinois. Washington a essentiellement 3 options. Option numéro 1, elle peut continuer à soutenir l'Ukraine et même à augmenter ce soutien. C'est un oui sans équivoque à la question posée ci-dessus. Option numéro 2, elle peut arrêter ou réduire fortement son soutien à l'Ukraine et se concentrer entièrement sur la Chine. Ici, la réponse est également oui, mais aux yeux des partisans d'une telle politique à Washington. Mais, comme nous le discuterons dans un moment, c'est un vœu pieux. Enfin, nous avons un non catégorique. L'isolationnisme américain, se retirant de son rôle de gendarme du monde et ne poursuivant ses propres intérêts que là où cela est nécessaire. C'est l'option numéro 3. Pour illustrer pourquoi l'Ukraine est de facto le moment de choix pour les Américains, permettez-nous de citer la polémique de l'auteur sur X, Twitter, avec Elbridge Colby. Colby était secrétaire adjoint à la défense chargé de la stratégie sous l'administration de Donald Trump et est aujourd'hui cofondateur du groupe de réflexion Marathon Initiative. Colby est partisan de l'option numéro 2. Il insiste pour que l'attention et les ressources de Washington soient entièrement concentrées sur la direction de loin la plus importante, l'Asie du Sud-Est. La Chine, comme nous l'avons dit, constitue le défi le plus sérieux lancé aux Américains au cours de leurs 200 ans d'histoire. En outre, toute la région de l'Asie du Sud-Est, qui constitue déjà le centre économique du monde, est en croissance. Si les États-Unis veulent rester hégémoniques, ils devront être là de toute leur force. Pendant ce temps, les ressources sont limitées et les Américains ne peuvent pas être partout, comme ils l'étaient il y a 20 ans. Par conséquent, même des guerres contre celles en Ukraine doivent être considérées comme périphériques et détourner l'attention des États-Unis des menaces les plus importantes du point de vue de leurs intérêts. C'est l'Europe qui doit veiller à sa sécurité, libérant ainsi les ressources américaines. Nous pensons que c'est une représentation juste de l'argument de l'option 2 et d'Elbridge Colby, qui, il convient de le noter, soutient personnellement la lutte ukrainienne. C'est un argument légitime, mais comme nous l'avons souligné plus haut, c'est un vœu pieux. C'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre. En cas de cessation des hostilités en Ukraine, c'est-à-dire de gel du conflit, la Russie reconstituera son potentiel de guerre et lancera un nouvel ultimatum à l'OTAN d'ici 3 à 6 ans. Sa manifestation physique sera très probablement le déploiement de ses propres troupes en direction de Peskov pour menacer les États baltes. Ce qui est peu probable, c'est que l'Europe soit capable de s'opposer collectivement aux Russes. Premièrement, il n'existe aucun format permettant de le faire. Le garant de l'OTAN, c'est les États-Unis.
les membres européens de l'OTAN, qui, pour parler franchement, ont peur de la Russie, et disposent d'un certain potentiel militaire, comme la Finlande, la Suède, la Pologne ou la Roumanie, seront réticents à défendre les pays baltes, car ils pressentent une guerre majeure venir, et leur priorité sera de protéger leur propre population. Sans la puissance américaine, les peuples de ces pays seront opposés à toute intervention, surtout dans une position géographique aussi défavorable que celle dans laquelle les pays baltes doivent se défendre. En revanche, les principaux membres européens de l'OTAN, l'Allemagne et la France, continuent d'opérer à partir de la position sûre de leur profondeur stratégique, et même s'ils étaient prêts à mourir dans les pays baltes, soyons réalistes, c'est un scénario abstrait. Leurs capacités de défense terrestre seront insuffisantes pour dissuader les Russes, en guerre depuis des années et avides d'une revanche. Les yeux de tous les alliés seront donc tournés vers les États-Unis, qui seront déjà solidement implantés en Asie de l'Est. Les décideurs politiques estoniens, lettons et lituaniens, désespérés, imploreront les Américains de revenir. En d'autres termes, cette séquence de causes et d'effets montre très crûment que si les Américains abandonnent l'Ukraine, il y a de fortes chances que l'OTAN cesse d'exister d'ici quelques années, et avec elle, les pays baltes. La réputation des Américains et la confiance des Alliés, également en Asie, qui est la base de la Pax Americana, s'effondreront complètement. Tout cela peut être comparé au prélude que fut l'annexation de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne à la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés sacrifieront les pays baltes au nom de la paix. Mais la Grande Guerre approche à grands pas. Le but de la guerre sera le détrônement définitif des États-Unis. Pour résumer les répercussions, nous avons la fin de l'OTAN, la fin des pays baltes, la fin des liens historiques de l'Europe avec les États-Unis, la Russie plus forte que jamais, soutenant pleinement la Chine avant la Grande Guerre mondiale pour sa domination. Imaginons maintenant le scénario de l'option numéro 1, également du point de vue des intérêts américains, car c'est ce qui guide les décideurs à Washington. Les États-Unis décident de continuer à soutenir l'Ukraine. Les Ukrainiens continuent de bloquer le renforcement des capacités militaires de la Russie, réduisant ainsi la menace que représente Moscou pour l'OTAN. Ils font gagner du temps aux Européens. Et si les Américains ne craignent plus une victoire pure et simple de l'Ukraine, qui pourrait signifier l'effondrement du pouvoir du Kremlin, il y a un bonus supplémentaire du point de vue américain. Dans le cas d'une guerre à grande échelle avec les États-Unis, la Chine se retrouverait très probablement sous un blocus naval de la part de la marine américaine, et les Américains bloqueraient certainement le détroit d'Ormuz. Les Chinois seraient soumis à une forte pression en matière de carburant. Dans le cas d'une Russie forte, deuxième option, ils répondraient à cette pression en recevant un approvisionnement régulier en hydrocarbures de la Sibérie russe, contournant ainsi le blocus naval. Sans cet approvisionnement, ce que le gouvernement du Kremlin récemment défait pourrait être contraint de faire, les Américains auraient une chance d'affamer rapidement Pékin et de gagner la guerre grâce à une coupure du pétrole brut sur terre et sur mer. Il y a une avancée théorique dans l'option numéro 2. La Russie pourrait être renversée dans sa forme Poutine actuelle, c'est-à-dire que la manœuvre de Kissinger pourrait être répétée, mais cette fois contre la Chine. Cependant, les Américains devraient avoir confiance que les Russes abandonneraient réellement les Chinois en leur faveur. Encore une fois, un vœu pieux. On peut donc décrire l'option numéro 1 comme affaiblissant indirectement les Chinois, en réduisant le potentiel de leur principal allié en cas de guerre, via les mains ukrainiennes. Une telle politique présente un autre aspect très important. Faire chuter la Russie avant que les États-Unis ciblent la Chine est un investissement 100, voire 1000 fois plus rentable. Mettre les Russes à genoux face aux Ukrainiens coûte aux Américains des dizaines de milliards de dollars. Une guerre avec la Chine, qui sera assurément longtemps assurée par le pétrole russe, coûtera des trillions de dollars. Il existe également l'option numéro 3, l'isolationnisme américain. Il n'y a pas de guerre mondiale, mais c'est aussi une abdication complète du rôle joué par les États-Unis au cours des 80 dernières années. Il est possible que cela s'avère bénéfique pour les Américains, surtout à court terme. Mais cela signifie certainement abandonner toutes les institutions de gouvernance internationale qui ont fait de l'Amérique l'empire le plus puissant de l'histoire, y compris la toute-puissance du dollar américain. Dans un tel scénario, un rapprochement progressif entre l'Europe et l'Asie de l'Est, les deux régions les plus puissantes du supercontinent le plus puissant, est également probable. D'où le phénomène de consolidation eurasienne, qui a toujours été le cauchemar des planificateurs américains. Les deux centres, qui ne se craignent pas en raison de leur éloignement géographique, approfondiraient très probablement leur coopération économique sans que les Américains ne la bloquent.
Cela continuera à se dérouler principalement par voie maritime, gardée par la flotte hauturière européenne et la flotte hauturière chinoise. Certains pourraient dire que la lutte américaine pour la suprématie est inutile. Le potentiel démographique et la géographie de la Chine, qui favorisent les Chinois sur le plan militaire et économique, étant au centre du commerce mondial, signifie que tôt ou tard, la Chine devra assumer le statut du plus grand hégémon. Mais le système chinois d'ingérence dans des questions fondamentales, comme la formation artificielle d'une famille ou la politique de l'enfant unique, a peut-être poussé les Chinois à sonner leur propre glas. Les prévisions les plus sombres pour Pékin suggèrent que d'ici 2100, il y aura peut-être moins de Chinois que d'Américains. C'est donc peut-être le dernier moment pour les Chinois de profiter de cette proximité de potentiel. Un autre motif qui, malheureusement, rend plus probable une guerre dans le Pacifique. À l'aube de 2024, nous nous trouvons donc à un moment de choix cruciaux pour le destin du monde. Ces choix détermineront le sort de milliards de personnes dans les décennies à venir. La guerre est revenue pour de bon dans la vie quotidienne du monde et elle n'est pas prête de disparaître. Nous assistons à l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Le vieil hégémon estime qu'il est suffisamment fort pour maintenir l'ordre actuel. Le nouveau prétendant, soutenu par une guirlande d'États souhaitant le nouvel ordre, pense que ce n'est pas le cas. Si rien d'inattendu ne se produit et que les deux camps s'en tiennent à ce calcul, le seul test sera la guerre. Pour la nouvelle année, nous souhaitons à vous tous et à nous-mêmes qu'un tel recoupement général n'aura pas lieu.